Dans un instant, vous allez écouter une rencontre enregistrée mercredi 22 janvier 2020 à la librairie Ombre Blanche avec Pierre Sange, auteur de fiction radiophonique et de romans comme La Réfutation majeure, Environs et mesures ou encore Accab, séquelles. Il y présentait ce jour-là Projectile au sens propre, ouvrage édité chez Vertical. Bonne écoute. Je ne vous demande pas si vous m'entendez au fond de la salle. Parfait. Bon. Ben, j'ai le grand plaisir de présenter donc Pierre Sange avec son nouveau livre Projectile au sens propre. Et je vais dire quelques mots sur votre parcours, si vous voulez bien, mais c'est-à-dire que vous êtes encore peut-être, mais vous étiez guitariste de jazz, et ensuite vous avez enseigné la musique. Vous m'arrêtez hein, si je dis quelque chose qui ne correspond pas. Et puis vous êtes venu à la littérature. Et depuis 20 ans environ, vous avez publié, si j'ai bien compté, plus de 15 livres, au titre un peu énigmatique, on verra peut-être plus en détail, mais aussi des fictions sur France Culture. Par exemple, Comment faire disparaître une ombre d'après une histoire fausse. Alors j'ai trouvé ça, voilà. Oui, c'est parce que j'en ai assez de voir toujours d'après une histoire vraie. Voilà, partout. C'est ce que j'ai compris. Voilà. C'est la caution, c'est la réalité qui vient sauver la fiction, ce qui me semble un comble de la part de créateurs de fiction. Donc là, j'ai pris d'après une histoire fausse, ce qui est faux d'ailleurs, parce que c'est d'après une histoire vraie. Enfin, bon, non, voilà. c'est plus compliqué que ça. Ça commence bien. C'est d'après plusieurs histoires vraies qui, mélangées, font du faux. Voilà. Et j'ai vu aussi que vous alliez parfois dans des lycées parler avec des jeunes ou avec un public qui n'est pas... Et ça, j'ai trouvé je précise qu'on m'y invite, j'y vais pas de mon propre... Oui, je comprends. Je vais pas de façon clandestine. Ce sont des ateliers d'écriture. Voilà, en ce moment, je fais une résidence en fait à l'école Estienne, qui n'est pas un lycée, qui est une grande école d'art appliqué. Et j'associe à ce projet d'écriture, on fabrique une encyclopédie imaginaire. Je fais aussi travailler des lycéens là-dessus, voilà, qui s'amusent à inventer des choses, des articles, des choses comme ça. Ouais, c'est bien. Alors, parmi je vais citer quelques-uns de vos ouvrages. Par exemple, je crois le premier, c'est Veuves au maquillage. Alors, je ne vais pas les résumer parce que ça serait trop long, mais ils ont chacun un thème tout à fait surprenant. Hein. Là, en 2 mots, c'est un homme plutôt suicidaire qui a la flemme de se suicider tout seul et qui va aux portes des prisons attendre des femmes qui ont tué leur mari. Et de sorte qu'il fait faire par les autres ce que... Voilà, c'est ça. Hein. C'est ça, c'est une sorte de Landru inverse. Voilà, un Landru inversé. Qui veut courtiser et en comptant sur la récidive. Voilà, c'est un peu ça. En comptant sur la récidive. Et puis, vous avez écrit Ruines de Rome, en 2002, qui a été un prix du 2e roman. Essai fragile d'aplomb, en 2002 aussi. Je vous disais tout à l'heure que moi, j'avais adoré ce livre. C'est le premier que j'ai lu de vous, où là aussi, vous inversez les choses en disant que, en fait, vous pensez que ce vieux rêve de l'humanité qui était de voler, en réalité, le rêve, c'était de tomber. Et tout votre livre... Oui, c'est un essai sur les chutes. Parce sur que, les voilà, chutes. Le vrai mystère, c'est la chute, la gravité, la gravitation. Et c'est une façon aussi de renverser ça. Puis j'étais un peu traumatisé notamment par un personnage qui avait fait une expérience, on peut voir ça sur Internet maintenant, une expérience de parachute en 1913. Il saute de la Tour Eiffel et il convoque 2 caméramans pour filmer ce qui supposait être, sinon un envol, du moins en tout cas une chute correcte. Et en fait, il se tue. Et c'était pour renverser cet échec et en faire une réussite que j'ai
supposer cette hypothèse-là. Vous préférez les réussites quand même. Oui. Enfin, disons, les échecs sont toujours, même surtout dans le cinéma burlesque, c'est un art de l'échec et de la tromperie et des ratages. Mais c'est intéressant enfin, ça me semblait amusant de faire l'hypothèse que ces échecs-là sont des réussites. Parce que si on prend cette hypothèse à moitié au sérieux, comme on le fait quand on lit un livre, là, ça devient un jeu me semble intéressant. On n'est ni dans le triomphe, ni dans la déploration et la complaisance de la déploration. On se situe un petit peu entre les deux et voilà, on fait semblant de croire que ça a marché. Voilà. Bon, après, il y a eu, je ne les dis pas tous, et puis je ne les ai pas tous lus, mais pas encore. Ça va venir. Mais Fragments de Lichtenberg, j'ai lu des résumés, je ne l'ai pas lu en entier, mais vous pouvez en dire deux mots. Oui, c'est peut-être encore une fois une histoire sinon d'échec, en tout cas d'entreprise un peu folle. Donc Lichtenberg, c'est un contemporain de Goethe qui est mort beaucoup plus avant, en tout cas plus jeune. Je crois qu'il est mort en 1799, si mes souvenirs sont bons. C'était de son vivant plutôt un scientifique, professeur de physique à Göttingen. Et après sa mort, on a redécouvert une malle remplie de textes, plus ou moins longs, mais il est assez connu pour des aphorismes. Voilà, et c'est un des grands maîtres de l'aphorisme, il en a laissé des milliers. Et je fais l'hypothèse que pour certaines personnes, ces aphorismes-là ne sont pas des aphorismes, mais sont des fragments d'un immense roman qui aurait disparu et dont il ne resterait que des miettes, un petit peu comme il nous reste les fragments d'Héraclite. Voilà. Et ils essayent de reconstituer, comme un immense puzzle, ils essayent de reconstituer ce roman en imaginant certaines hypothèses. Alors il y a plusieurs hypothèses de romans qui sont à l'intérieur. Alors encore une fois, c'est une hypothèse folle de la part de ces gens-là qui sont très dévoués à la cause de ce Lichtenberg. Mais on sait en même temps que c'est vain, donc il y a cette part d'échec qui est amusante, mais l'échec produit quelque chose de beau. Quand même, il me semble, un petit peu comme dans un autre livre, j'évoque comment il s'appelle, Victor Bérard, qui est un historien et géographe, mais historien et spécialiste de l'Antiquité, qui a passé la moitié de sa vie à chercher l'île de Calypso d'Ulysse. Alors c'est vain, il y a quelque chose de vain de chercher une île qui est purement imaginaire, mais c'est beau parce que ce qu'il en produit, le texte qui en sort est magnifique. Vous avez écrit un petit livre entre-temps, enfin avant Accab, Zoophile comptant fleurette, que j'ai trouvé absolument charmant, qui parle, on en dit deux mots, de Noé qui ne peut héberger que les femelles et se dévoue pour repeupler la planète animale. Avec les puces, de la puce à l'éléphant. Enfin, vous racontez en détail. Voilà, c'est quand même vraiment très particulier. C'est un livre de zoophilie, oui. Je précise juste pour revenir, quand je dis que le texte est magnifique, c'est le texte de Bérard qui est magnifique, pas le mien. Mais je suis sûre que le vôtre aussi. Bien sûr, oui. Ça va sans dire. Et puis Accab, séquelle en 2015, pour lequel vous avez obtenu le prix. D'une part, le prix de la page 111, je ne sais pas si ça existait, le prix de la page 111. Ça existe toujours, oui. Et ça existe toujours, oui. Et le prix Vepler et de la Poste, et qui est, il faut le dire, quand même décerné pour un livre se distinguant par son caractère inclassable pour des ouvrages échappant aux pressions marketing et médiatiques. Donc c'est un prix très honorifique. Et c'est vrai que Accab, c'est incroyable et inclassable, c'est étourdissant de drôlerie. Et vous avez dit à un moment donné, quelque part, c'est une suite de Moby Dick façon Buster Keaton. Voilà. Oui, c'est ça, oui, déjà. Et alors, derrière ces titres recherchés, un peu mystérieux, j'ai trouvé une phrase d'un critique En attendant Nando, Pierre Benetti, qui dit vous avez écrit une contre-encyclopédie jubilatoire qui met du poil à gratter dans les certitudes et les idées reçues du savoir et de la littérature. Je trouvais que ça définissait bien. Et
on parle aussi, à votre sujet, d'encyclopédie baroque, mais je dis déconstruite, à contre-courant, subversive et détournée, en général, ce que vous écrivez. En tout cas, le thème d'encyclopédie me plaît beaucoup. Et j'ai lu dernièrement un texte de Alan Pauls sur Borges. Je ne sais plus comment, le facteur Borges, je crois. Et c'est très rare parce qu'on a beaucoup écrit sur Borges, et c'est très rare de trouver un texte qui dit des choses un peu neuves et passionnantes sur Borges. Et tout un chapitre est consacré à l'encyclopédie. Et ce qu'en dit Alan Pauls d'après Borges me semble très juste sur le rapport au savoir, à la connaissance, et cet amour de l'encyclopédie qui n'est pas une connaissance affirmée, définie, sûre d'elle-même, mais qui est plutôt un amour de la connaissance et un jeu avec l'approximation, avec le savoir apocryphe, avec les doutes, avec les trous, avec aussi la connaissance aussi de seconde main. Et Alan Pauls, c'est un très bel éloge du savoir, ce qu'il appelle le savoir autodidacte et le savoir pauvre même. Hein. Il dit c'est un amour de pauvre. C'est cet amour-là qui crée le Reader Digest, des choses comme ça. Et c'est cet aspect-là encyclopédique qui n'est pas tout à fait l'érudition, qui a son charme aussi, hein, qui a son intérêt, mais qui est une sorte aussi de papillonnage qui assume le côté profane ou le côté amateur de la chose. Ce qui vous décrit aussi, je pense, non ? Moi, je me suis reconnu là-dedans. Vous êtes reconnu là-dedans, voilà, oui. Voilà, assumer le fait que voilà, on n'est pas professionnel ni du cinéma, ni de l'anatomie, ni je sais pas de Melville, mais jouer avec ça et jouer avec ce désir d'en savoir un peu plus, ça m'importe. Voilà, ce désir-là qu'on sent partout dans ce que vous écrivez, effectivement, d'en savoir plus, de questionner ses savoirs, hein, aussi. Et on vous suit de façon, avec un plaisir, il disait jubilatoire, mais c'est vraiment le mot qui convient. Mais cette loufoquerie artistique s'origine quand même dans du sérieux. Voilà. Hein, c'est dans du sérieux, dans ce côté savoir qui n'est pas superficiel, qui n'est pas léger, qui est vraiment un vrai savoir. Voilà. D'une certaine façon, c'est un peu le sujet du livre Projectile au sens propre, cette question du sérieux et du non-sérieux. Parce que tous ces cinéastes-là, beaucoup de cinéastes du burlesque, du cinéma comique, et même leurs descendants, que ce soit Billy Wilder et jusqu'à Woody Allen, ont beaucoup hésité, se sont toujours tenus un petit peu à la lisière quand on les interrogeait, à la lisière du sérieux et du non-sérieux. Quand on leur reprochait de ne pas être sérieux, ils défendaient le sérieux et la gravité de leur art et l'importance de leur art et surtout la difficulté de faire de la comédie, parce que faire de la comédie, c'est beaucoup plus, d'une certaine façon, difficile, parce qu'on est sanctionné d'emblée. Si on ne rit pas, c'est raté. Mais quand on leur au contraire, si on dit à Billy Wilder ou à Buster Keaton qu'ils apportent un message, qu'ils font des œuvres d'art importantes, que derrière il y a de la métaphysique et de la philosophie, ils se retranchent derrière le comique en disant non, nous ne faisons que des blagues, nous ne sommes pas sérieux, et ils sont toujours un petit peu à la lisière. Et c'est un petit peu. C'est ça que vous avez voulu saisir dans ce livre. Voilà, c'est un thème qui est apparu au fur et à mesure de l'écriture de ce texte-là, cette question du sérieux et de pas sérieux, qui est résumée un peu par une phrase de Billy Wilder, une réponse à Michel Simon. Billy Wilder disait je n'aime pas qu'on ne me prenne pas au sérieux, mais je déteste qu'on me prenne au sérieux. Parce que je pense que derrière, il y a le refus de l'esprit de sérieux qui est autre chose, qui n'est pas le sérieux, qui n'est pas la gravité qu'on a tous et qui gagnerait à être un petit peu dissimulé, mais qui est cette gravité affichée, ce sérieux affiché qui parfois plombe les livres, les arts, les films, on sait très bien, quoi. Et justement, donc, on en vient à ce livre. Aujourd'hui, vous avez vu la couverture, Projectile au sens propre. On reparlera de cette couverture. Elle mérite qu'on en parle. Oui, signé Philippe Bretel. Mais
Donc, vous développez là l'historique des batailles de Tarthes, très rapidement, hein, avant qu'on ne projette le film. Depuis les Esséniens, alors j'ai appris plein de choses hein, en vous lisant. Les Esséniens, qui étaient un peuple du IIe siècle avant Jésus-Christ, et vous leur attribuez la première hostie à peine mâchée, qui serait un début de tarte à la crème, enfin de projectile, hein, historiquement. Hein. Mais déjà pour conjurer l'angoisse de la faim, quand même. Hein. Et puis vous passez, enfin vous faites un historique assez rapide quand même, hein, et puis on arrive au début du XXe siècle avec le cinéma muet, donc, où la première tarte à la crème apparaît alors, sur la face de Roscoe Fatty Arbuckle en 1913 dans un film de Max Sennett. Alors, oui. Oui, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on trouve dans les livres sérieux, hein, que oui. La première occurrence de la tarte à la crème dans le cinéma muet, ça serait une scène de ce film dont j'ai oublié le titre, mais il est noté quelque part. Et le plongeon de Marple ou oui, Marple okay. Dans l'eau, quelque chose comme ça. Et on l'attribue à ce personnage que vous connaissez peut-être, qui est Roscoe Fatty, qui était très gros, Arbuckle. Et en fait, j'ai lu quelque part qu'il n'a pas lancé la tarte, mais il l'a reçue. Il l'a reçue. Et en fait, le premier lancé de tarte à la crème, c'est Mabel Norman, donc c'est une femme. Voilà, c'est ça. Donc là, c'est ma contribution à la cause féministe. C'est le lancer d'une tarte par une femme sur quelqu'un qui a été par ailleurs accusé de choses pas très jolies. Ah bon? Oui. Ah, d'accord. De mœurs. C'est une des premières histoires de mœurs de l'histoire du cinéma, voilà. Qui reste toujours en suspens, c'est pas trop. Voilà. On le saura sans doute jamais non. Maintenant. Et donc c'était en 1927, 2 ans avant le krach de 1929, hein, le grand krach. Je le dis parce que vous y faites allusion à un moment donné, puis c'est vrai que c'est quand même important. Et donc c'est à cette date, en 1927, qu'a eu lieu La bataille du siècle, ce court-métrage réalisé par Clyde Bruckman, qui a fait beaucoup de films de Buster Keaton. Mais vous précisez, vous, avec l'aide de Leo McCarey, qui lui-même a filmé les Marx Brothers, Laurel et Hardy, mais qui plus tard a fait des films d'une grande délicatesse, comme Elle et lui et d'autres. Fait, oui, voilà. Oui. Donc il a Elle beaucoup évolué, oui. Et cette bataille vous écrivez, entend déchaîner en 10 minutes de film toute la rage que l'humanité contient difficilement. Oui, mais c'est une rage, elle est déchaînée, mais sous un mode, enfin on va le voir. Voilà, il vaut mieux... pâtissier. Voilà, sous ce mode-là, on peut en rire.
Donc là, on voit comment ils essayent de varier les situations, les personnages. Et puis, l'art, il y a un art du montage qui est très subtil, qui est très fort, parce que voilà, ils font des ellipses tout d'un coup, ils sont 50 à se battre et on n'a pas vu les intermédiaires. Enfin, c'est assez fort. Oui. Oui. On entend chaque tarte. Oui. Et voilà, une façon de justifier aussi cette abondance de tartes. On voit le Los Angeles Pie Company qui est là pour justifier l'abondance de tartes, parce que sinon on pourrait se poser éventuellement la question de savoir comment ça se fait qu'il y ait toutes ces tartes. Et oui, d'ailleurs vous en parlez longuement. Oui, parce que je me suis rendu compte, naïvement je pensais que procédait à des trucages, avait une sorte de mousse, je ne sais quoi, et en fait c'était en tout cas pour ce film-là et pour beaucoup d'autres, c'était des vraies tartes avec de la vraie crème, donc un vrai budget pâtisserie et un vrai budget teinturerie aussi ensuite. Oui. Voilà. Et ça suppose aussi qu'il n'y a qu'une seule prise à chaque fois, parce qu'ils ne peuvent pas nettoyer les costumes et la scène pour refaire. Donc c'est aussi un art de la précision. Et on parlait de Buster Keaton tout à l'heure, et Buster Keaton était vraiment très à cheval sur cet art de la seule prise. S'il ratait la prise, soit il abandonnait le gag, soit il tenait compte du ratage. Et il y a une scène assez connue de lui où voilà, il est censé passer d'un toit d'immeuble à un autre. En fait, il tombe, il ne se rattrape pas, il y a une chute. Et la suite du récit, c'est la suite de cette chute. Il a tenu compte de cette erreur, en fait, de cette cascade ratée, pour réécrire son gag et en tenir compte de la chute, parce qu'il ne tournait qu'une seule fois. Et quand on voit à quelle précision il tombe pile au bon moment, il saute sur les trains, enfin, c'est un casse-cou extraordinaire. Casse-cou, c'est le mot, puisque vous dites ça, c'est vrai, qu'il se l'est vraiment cassé plusieurs fois et qu'il s'en est aperçu 15 ans après, en nouant sa cravate. Alors, la cravate, je suis pas sûr, ça c'est peut-être... mais il paraît que c'est vrai, après il a passé des examens, on lui a dit, mais vous êtes cassé, vous êtes brisé quelque chose des cervicales il y a quelques années, alors ça s'était ressoudé entre-temps. Ça se ressoudait tout seul. Et s'en était pas vraiment rendu compte, mais voilà, depuis tout petit, c'est d'où lui vient son nom, Buster, il a toujours tombé. C'est ça, et vous dites... C'est très impressionnant. Puis d'autres, c'était des vrais... on parlera peut-être tout à l'heure des cascadeurs. Mais... Oui, on parlera des cascadeurs. Mais justement, vous parlez donc de cette Los Angeles Cream Pie Company, des sœurs Mackenzie. Je ne sais pas si elles existent ou pas, mais vous leur prêtez vraiment vie et vous dites même que le jour où elles se sont rendues compte de l'usage qui était fait des tartes, elles ont quand même été plutôt contrariées, très déçues, parce qu'elles pensaient qu'elles régalaient des tas de gens, et quand elles ont vu ce qui était fait de ces tartes, elles se sont consolées, vous dites subtilement, avec le chiffre d'affaires. C'est ça, oui. En fait, voilà, j'avais donc appris que c'était des vraies tartes, des vraies crèmes. Donc je me suis dit, voilà, des gens fabriquaient ces tartes, et je me suis mis à leur place. Je me suis dit qu'effectivement, peut-être qu'il y avait une certaine contrariété à voir toutes ces tartes non pas mangées, mais voilà. Oui. Donc j'ai raconté cette histoire. Alors tout est un peu brodé, mais voilà, j'ai raconté cette histoire un petit peu. C'est très cohérent. C'est très cohérent. Et d'ailleurs, vous dites pourquoi diable les gens jettent des choses qui se mangent. Oui, c'est quelque chose que j'aurais pu creuser davantage. Voilà, c'est ça. C'est pourquoi c'est cet objet-là qui prend le dessus. C'est la tarte, et c'est la tarte à la crème. Est-ce que ça a trait à la nourriture? Est-ce que c'est la forme? Est-ce que c'est la couleur? Est-ce que c'est l'éclat? Est-ce que c'est... Mais je pense que l'aspect enfantin, nourriture, a certainement joué, et qui fait qu'on se souvient beaucoup de ces scènes de cette bataille de tarte à la crème, alors que le cinéma muet regorge d'autres batailles ou d'autres chutes ou d'autres... Mais la tarte à la crème est devenue quelque chose de symbolique qui, voilà, ça a été repris dernièrement, mais c'est cet objet-là. Et bon, il y a peut-être une part psychanalytique là-dedans, dans cette transgression, ou dans le fait d'utiliser comme projectile quelque chose qui devrait être l'anti-projectile par excellence, quelque chose de l'ordre de la douceur, du partage, voilà, de la nutrition, et on s'en sert comme d'une arme.
Et donc déjà, il y a un contraste drôle. Supposément, je ne sais pas, il y a certainement des choses encore à creuser qui ne sont pas dans le livre, mais qui, voilà, qui peuvent... Oui, alors voilà, mais Georges Perec a écrit un livre un petit texte sur le lancer de la tomate, sur la cantatrice quand elle chante mal. Voilà. J'y ai pas pensé, mais effectivement, ça peut se ranger dans le même rayon en tout cas. Oui. Pourquoi c'est la tomate et non pas la banane? Enfin, la banane on glisse dessus, mais pourquoi ça serait pas d'autres légumes? C'est la tomate qui est devenue parce que ça éclate, parce que c'est rouge. Ouais. Ça s'écrase. Voilà. Ce sont des choses qui s'écrasent, oui, parce que, enfin, nous réfléchirons. Oui, mais voilà, c'est intéressant de voir comment des objets deviennent des symboles. Quoi. Il n'y a pas de noyau, c'est vrai. Donc il y a une certaine douceur dans le lancer de la tomate. Ouais. Ah, voilà. Oui. Alors quand même, votre idée de départ, de cet essai, vous dites c'est un essai avec de la fiction. Oui, je ne sais pas trop comment appeler ça. Il est présenté officiellement comme un essai. Alors c'est sans doute la forme d'un essai, mais c'est quand même pour moi de la fiction. Et je ne sais pas, ça se situe un petit peu entre les deux, mais je ne suis pas mécontent que ça se situe entre les deux. Voilà, oui. Et donc votre idée de départ, c'est cette phrase, celle-là, oui, qui est réelle, et ça m'a beaucoup surpris, parce que du coup j'ai appris... Alors la phrase, je vous la lis, c'est une phrase de Stan Laurel qui a dit, vous l'avez trouvée, je ne sais pas, enfin, en tout cas vous le dites, qu'il l'a dit, oui, on a voulu faire en sorte que chaque tarte ait un sens. Voilà, d'où le titre, je suppose, au sens propre. Voilà, il parlait très précisément de cette bataille, de la bataille du siècle. Déjà, il voulait faire en sorte que cette bataille soit la plus grande bataille de tarte à la crème de l'histoire, la jeune histoire du cinéma. Et il rajoutait, ne pensez pas qu'on ait fait les choses vraiment au hasard et en improvisant et sans réfléchir. On a voulu faire en sorte que chaque tarte ait un sens. Dans la traduction française, c'est vraiment cette phrase-là. Et il y a vraiment l'idée de sens. Et j'ai pris cette phrase-là au pied de la lettre, en imaginant... Alors déjà, j'ai été déjà très touché par le fait que... le rappel du sens, de la signification du sérieux, pour en revenir un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, nous est fait par quelqu'un qui travaille plutôt dans le domaine de la pitrerie, du cinéma burlesque et de ces batailles de tarte à la crème qu'on pourrait considérer au contraire comme quelque chose de très régressif, de très simple, de très enfantin, ou au contraire toute intelligence est mise de côté en veilleuse, en veille pour profiter d'une sorte de déchaînement un petit peu animal presque ou enfantin. Et j'étais très touché de voir que c'est de la part de ceux qui travaillent sur le gag, sur la pitrerie, que le rappel du sens, de la signification du sérieux, ou en tout cas de l'attention et du savoir-faire est fait. Et ça me touche parce que je suis assez allergique, comme vous l'êtes tous probablement, à toutes les tentations d'anti-intellectualisme qui peuvent apparaître ici ou là, où on doit renoncer à la pensée, on doit renoncer à la réflexion, tout ça, ça ne sert à rien. On prône une certaine spontanéité. Alors je ne suis pas contre la spontanéité, mais il y a cette idée pseudo-romantique de l'écriture ou de la pensée qui n'aurait pas besoin de réflexion et qui régulièrement s'en revient sous une forme ou d'une autre. Voilà, cette espèce de méfiance envers la raison, en tout cas. Et cet éloge de la raison de la part de quelqu'un qui fait métier de pitre me touche beaucoup. Alors, il était question, bien évidemment, de travailler avec soin, mais j'ai pris la phrase au pied de la lettre en disant que si les tartes ont un sens, ça veut dire qu'il faut leur accorder une signification. Et donc, j'imagine sur le plateau de tournage des gens dont le métier est de signifier les tartes. Donc il y a des significateurs de tartes qui sont là, qui arrivent tôt le matin, parce qu'il faut quand même signifier avant de lancer la tarte. Et ils signifient, alors il y a des tartes comme ceci, des tartes comme cela, j'en donne quelques exemples. Voilà, oui. Et voilà, vous créez ce métier, enfin vous créez, je pense qu'il n'existait pas quand même.
Donc vous inventez ce métier et ils ont énormément de travail. Mais oui. Mais ça aussi, c'est une description du Hollywood qui était en train de se construire. C'est qu'on sait qu'après il y a eu les grands studios, la MGM, et c'était vraiment très diversifié, puis très codifié et très compartimenté. Et donc il y avait un expert et des personnes compétentes pour chaque détail. Le chef décorateur, le costumier, la personne chargée de replacer les mèches de cheveux, des coachs du langage. Enfin, on sait que tout ça c'était d'énormes machines, des danseurs, des dizaines de danseurs, etc. Voilà, cette usine à rêve. Donc je me suis dit que dans cette usine à rêve qui employait des milliers de personnes, il devait y avoir aussi des gens très compétents pour signifier des tartes. Voilà. Ils ont beaucoup de travail. Même ils font un burn-out, on verra après. Oui, disons que Oui. Voilà. Mais là, c'est quand même un véritable débat dans lequel vous vous lancez, qui traverse tout le livre, parce que, avec philosophes à l'appui, vous avez Heidegger, Leibniz, Kierkegaard, Spinoza, sur la pertinence de la recherche de signification et l'appétit de connaître, opposé à la croyance aveugle. La croyance, puisque vous évoquez tout de suite Angelus Silesius, qui donc est un théologien mystique du XVIIe siècle, avec son poème « La rose est sans pourquoi, elle fleurit parce qu'elle fleurit ». Voilà. Alors comme dans tout film ou tout roman, ou enfin surtout, mettons un film hollywoodien, on a besoin d'antagonistes. Donc il y a le bon et le méchant, ou là où le voleur est poursuivi par les gendarmes, etc. Donc je supposais intéressant d'opposer Stan Laurel, le pitre, de qui vient la proposition chaque tarte doit avoir un sens, à Angelus Silesius, le théologien, qui devrait au contraire peut-être faire la promotion sinon de la raison, du moins de l'intelligence, de la réflexion, de la pensée. C'est quand même un intellectuel. Et de lui vient au contraire l'abandon, encore une fois, on en parlait tout à l'heure. Une proposition d'abandon de la raison, en disant que voilà, la rose est sans pourquoi, elle fleurit parce qu'elle fleurit. Donc, n'interrogeons pas la beauté du monde, n'interrogeons pas la beauté d'une rose. C'est un appel assez mystique à une croyance qui serait de l'ordre de l'extase et comment on appelle ça, de la fusion, enfin de la fusion avec les éléments ou avec Dieu, et voilà. Et autant le mysticisme m'intéresse beaucoup. Enfin, il y a des choses à creuser, c'est très intéressant. La mystique juive, enfin, mais la mystique juive n'est pas sans pourquoi. Elle interroge beaucoup. Le pile-poule, voilà, au contraire, on va interroger chaque lettre, chaque mot. Et je trouve ça passionnant. Et parfois, dans la mystique rhénane ou allemande ou française ou européenne, voilà, de la dévotion moderne, il y a cette dimension un petit peu d'abandon de la raison qui parfois me gêne. Même si ce sont certainement pour des bonnes causes pour ces personnes-là, d'une sorte d'aspiration, un contact presque charnel avec Dieu. Cet abandon de la raison et cette rose sans pourquoi m'a toujours gêné. Et ce n'est pas le seul exemple. J'en donne quelques exemples, de renoncement. Oui. Et Hans Blumenberg, par exemple, a écrit des pages magnifiques sur ce refus de la curiosité par la théologie. Cette espèce de frousse, de crainte de la curiosité ou de la raison et de la science, évidemment, par la théologie. Et ça peut avoir quelque chose de gênant. Donc cet Angelus Silesius, alors le pauvre, je le prends un petit peu comme le méchant de service qui va s'opposer à Stan Laurel. Donc ils s'opposent, ils se parlent, et je les imagine réunis. Oui, parce que plus loin, vous parlez de... Vous opposez Stan Laurel avec sa défense de la grande cause, cet appétit de connaître, et Tertullien. Alors Tertullien, j'ai trouvé qui c'était. Il existe. Enfin, ils existent tous, presque. Oui, il y en a beaucoup qui ont... C'était un théologien, le plus éminent théologien de Carthage, au IIe siècle après Jésus-Christ, converti au catholicisme. Et vous dites, donc, Tertullien, qu'on imagine bien peigné, avec une raie visible comme le rayon du Saint-Esprit, mais du poil dans les oreilles. Et alors Tertullien, selon qui, tout bien réfléchi, rien ne vaut une âme privée d'expérience, mieux vaut ignorer grâce à Dieu que connaître grâce à l'homme. Voilà. Ce que je trouve terrible, je trouve ça inadmissible, mais oui. Voilà.
Autant des gens comme Saint-Augustin ou Saint-Thomas ont réfléchi, c'est vraiment des grands penseurs, et Saint-Augustin est quelqu'un d'incontournable pour plusieurs questions, dans plusieurs domaines, que ce soit le temps, la connaissance de l'objet, etc., qui s'est battu, bec et ongle, pour essayer de défendre sa cause, mais en réfléchissant, que d'autres, on prenait assez rapidement une sorte d'abandon de la raison, bien sûr, mais même de la réflexion au profit d'une certaine béatitude qui, moi, me satisfait pas beaucoup. Mais après, j'interdis personne d'être béat. Après tout. Voilà. Mais bon, je prends ça aussi je l'exagère aussi, j'exagère cette posture pour écrire le livre aussi, pour que ce soit un sujet et pour un peu animer. Quand parfois, entre amis, on exagère des antagonismes pour animer une soirée, alors qu'en fait, on est d'accord. On a avancé dans le livre, mais on avait pensé lire un petit peu au début. Il y a un passage là que j'avais relevé, mais on peut en lire d'autres. Hein. Oui. C'est quel le début C'est celui-là. On avait voulu faire. D'accord. À partir d'ici ou je dis Non, plutôt à partir de là. D'accord. Ou là, il parlait en parfaite connaissance de cause. D'accord. Il s'agit de Stan Laurel. D'accord. Voilà, donc ça c'est la citation. La citation de Stan Laurel à propos des tartes de la bataille du siècle. Il parlait en parfaite connaissance de cause, testamentaire et saint d'esprit. On a voulu faire en sorte que chaque tarte ait un sens. Ainsi nous voilà prévenus. Il y a eu les milliers de tartes, les quintaux de farine, les litres de crème, des bras de galériens pour la fouetter dans des manufactures à l'aube, des dollars par milliers aussi, des kilomètres de pellicules, de ces batailles comme des gesticulations de fêtes de printemps en hiver, des transes collectives, des piétinements de profanateurs et d'iconoclastes, le plaisir très grossier de voir un monsieur en costume enrobé par la crème depuis le bout de sa cravate jusqu'à la pointe de ses cheveux. Et le rire là-dedans était un rire fondamental, sans Freud et sans Bergson, sans trait d'esprit. C'est à peine si on pensait à Aristophane. On n'en avait pas le temps. Une tarte suivie d'une autre tarte et l'étoile de la crème sur les visages ahuris nous aurait fait ravaler nos références. La honte se mêlait à la joie ronde et pleine. On voyait dans ces batailles de pâtisserie un antidote à Schopenhauer ou à la grammaire de Port-Royal. Eh bien non, on avait tort. Tout cela avait une signification. Du moins, chaque tarte, l'une après l'autre, m'entendez-vous, chacune d'entre elles avait un sens et s'écrasait avec son sens sur des visages de comédiens. Donc, en fait, on ne peut pas le raconter, votre livre, parce que on en perd aussitôt le sel ou le sucre. Le sucre, oui. Et ce sont des salves, des gags, il en vient de partout. Et on a du mal même à tenir le rythme de ces gags qui nous arrivent comme des projectiles. Enfin, moi, j'ai trouvé qu'on les recevait et on a besoin de reprendre son souffle. Et de plus, vous dites vous-même, interpréter, signifier, suscite son contraire, une forme de tristesse réfléchie. Alors moi, je n'ai aucune envie de susciter de la tristesse, même réfléchie. Mais enfin, on est quand même là pour parler du livre. Mais c'est vrai qu'on a surtout envie d'en lire des extraits, sauf qu'on ne peut pas non plus se mettre à lire tout le livre. Donc je vais quand même dire un petit peu les choses que j'ai ressenties, c'est-à-dire qu'en général, dans la plupart de vos livres, vous parlez d'un élément minime, voire trivial, et vous le dilatez, vous en faites quelque chose qui foisonne énormément, en développant la logique à l'extrême dans toutes les directions, en épuisant le sujet. On sent que vous avez besoin d'épuiser, d'aller jusqu'au bout de toutes les questions qu'on peut se poser, avec une drôlerie parfois insidieuse. Quelquefois, on s'en rend compte seulement après. Et d'autres fois, on peut rire 3 jours plus tard. Ça va, mais pourquoi? Et d'autres fois, c'est carrément désopilant, enfin vraiment très 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 drôle tout de suite.
Et une érudition, alors c'est plus que de l'érudition, c'est une encyclopédie, mais à rebours, voilà. Oui, mais c'est comme on disait tout à l'heure, c'est aussi un jeu sur l'érudition. Parfois, je mets des noms. Par exemple, Spinoza, Heidegger, Spinoza est un peu plus creusé, mais Heidegger c'est un figurant en fait. Voilà. Oui. Il est là, il fait un peu comme Hitchcock, il fait un caméo. Voilà. Comme j'ai pas un amour immodéré pour Heidegger, je vais pas. Voilà, mais il est passé. Il semble, il est avec Marilyn Monroe. Ils ont un duo. Voilà. Ce sont des noms comme ça qui peuvent, voilà, comme Kierkegaard ou. Mais c'est vrai que je travaille un petit peu comme ça. J'ai un thème. Ça peut être Lichtenberg ou je ne sais pas la chute des corps. Là, c'était un petit peu la tarte à la crème. Je creuse, je l'épuise, et puis après je fais un montage. Donc d'où la difficulté peut-être de résumer ce livre qui est narratif mais par fragments. Par fragments. Et qui est plutôt évocateur, et on passe d'une scène à l'autre, d'un thème à l'autre, et j'essaye de varier un peu les situations. Et c'est un montage finalement presque cinématographique à la fin de scènes différentes. Voilà. Alors, parfois il y a des moments plus, il y a des catalogues de signification, il y a des moments plus théoriques, des moments plus narratifs, un retour en arrière, une digression sur la crème chantilly aussi. Voilà, j'essaye de m'interroger qui est. C'est Fouquet en prison qui l'a inventé, oui. Parce qu'il savait pas quoi faire alors. Voilà. Oui, bah oui. Il a inventé la crème chantilly. Mais justement, vous avez beaucoup dit. J'hésite à employer le mot d'ironie parce que c'est une forme d'ironie qui n'est pas du tout agressive. Je pense que J'espère, oui. Non, pas du tout. Dans tout ce qu'on lit, pas seulement dans ce livre-là, mais dans les autres, il me semble qu'on sent au contraire une forme de fraternité, de tendresse à l'égard des personnages, de grande sympathie, de complicité. Moi, il me semble qu'on le ressent même à l'égard du lecteur, je me suis dit. Par exemple, vous citez la grande tolérance de Stan Laurel aux tartes. Sa grande tolérance, ou l'hospitalité de Buster Keaton aussi, c'est ça, son hospitalité de cible. Et je trouve qu'il y a quelque chose vraiment de... Oui, parce que je rends hommage à ces gens qui avaient un savoir-faire, non seulement de lancer la tarte, mais de la recevoir, ce qui n'est pas évident. Et imaginez quand même le travail de recevoir une tarte, ça ne doit pas être un métier facile tous les jours. Non, c'est pas facile. C'est pas facile d'être cascadeur de tarte, mais c'est beaucoup plus facile que d'être cascadeur tout court. Hein. Et là, il y a quand même un passage assez étonnant, parce que vous parlez à Hollywood, des cascadeurs de 25 ans sautent d'un avion sur un train, l'avion est en vol, le train est en marche, sur un viaduc par-dessus une rivière à sec, ils ont 25 ans et les conservent pour l'éternité. Ou alors d'autres, tout aussi fringants, ont pris feu, ont perdu l'équilibre, ont fait des chutes de 18 mètres, ou plutôt une seule. Tandis que le cascadeur de tarte, à la crème, il ne peut exhiber rien d'autre, sauf sa bonne face rouge altérée par des gifles de la pâtisserie. Et de la pâtisserie, il doit se montrer humble, c'est ce qu'il fait d'ailleurs, l'humilité est partagée, mais il n'accomplit pas son métier moins consciencieusement. On ne le dira jamais assez, recevoir une tarte en pleine figure demande de savoir viser. Alors là, moi, j'ai été surprise parce que je me suis dit, viser, c'est normalement celui qui lance la tarte qui doit savoir viser. Eh bien non. Vous dites, Buster Keaton connaissait comme un casse-cou sans façon de recevoir une tarte à la crème, son hospitalité de cible entièrement dépendante de son imagination. Il connaissait 100 façons et toutes ces façons pouvaient prétendre avoir une signification. Il avait aussi 100 façons de l'esquiver. Et là encore, pour chacune d'elles, un style. L'hospitalité keatonienne faite à la tarte à la crème. L'hospitalité de la curiosité, d'un désir de savoir de quoi ce monde est composé, d'un souci de constater, proche parent du désir de connaître, ou une hospitalité de comique professionnel depuis l'enfance, quand Buster Keaton était déjà par nécessité hospitalier à toutes les catastrophes. Les ciels de lit, les façades, les toiles de maître et la voûte étoilée, pourvu qu'elle le vise en tombant.
Oui, ce Buster Keaton, c'est vraiment l'emblème de tous ces personnages-là, de tous ces personnages casse-cou qui prenaient de gros risques. Oui. Et j'avais lu, bon, je me suis renseigné un peu, j'avais lu quelques essais sur les cascadeurs de ces années-là, 20, 30. Et c'était à une époque où on prenait beaucoup plus de risques et aucune précaution. Il y a eu vraiment des accidents très très graves. Et effectivement, les cascadeurs, certains mouraient très très jeunes. Et j'ai appris par exemple que je crois que c'est Harold Lloyd, dans mon souvenir, qui a perdu trois doigts d'une main. Oui. Alors on ne le voit pas, moi je l'ignorais complètement. Très très bien, parce que vous dites qu'il a perdu 3 doigts. Oh là là, où est-ce que je vais le retrouver ? C'est vraiment... C'est mal rangé. Mais il faut dire que vos notes de bas de page, elles forment un ensemble extraordinaire aussi. Elles sont très très drôles. Donc il a perdu 3 doigts pour un trucage pas assez... Je voudrais le retrouver. Voilà, je l'ai trouvé. Donc... Harold Lloyd a perdu 2 doigts en manipulant une bombe qui était la traîtresse insuffisamment factice. Voilà. Ça c'est vrai, oui, une petite bombe qui lui explosait dans les doigts, mais j'ai appris vraiment que les cascades de Buster Keaton étaient vraiment en temps réel, c'était pas un trucage, c'était pas un faux train, c'était pas une fausse... c'était vraiment très impressionnant. Oui. Et il y en a vraiment donc qui se sont... Oui. Ouais. Voilà. Pendant que, pour faire rire, vous dites, pour faire rire des spectateurs assis. Oui, voilà, tout ça pour la cause du rire, c'est assez touchant quand même. Alors, on avance un peu dans le livre. Vous citez Svetlana Alpers, qui est une historienne de l'art américaine, pour laquelle je crois vous avez de considération. Et vous dites, si son travail sur Velázquez lui en avait laissé le temps, elle aurait bien voulu étudier de près les scènes de grandes batailles de Tarthes, une image après l'autre. Mais comme elle n'en a pas le temps, vous le faites à sa place. Et c'est ce que révèle la photo de couverture de votre livre. C'est une image de tragédie. C'est ça, une image fixée de quelqu'un qui reçoit une tarte à la crème. C'est horrible. Mais quelqu'un avait remarqué, alors beaucoup de gens ont travaillé sur le cinéma burlesque et le slapstick, le tarte à la crème justement, et ont remarqué que si on ralentit les films, on a affaire à des tragédies, mais c'est de la torture, c'est dantesque. Ah, voilà. oui. Et en fait, le rythme, et puis ce jeu nous donne l'impression que tout ça est très joyeux, mais c'est à 2 doigts d'une certaine cruauté quand même. Et voilà. Les grimaces, les chutes, les corps qui se... Voilà. Oui, c'est l'impression et donc un plan fixe, que donne cette photo dont vous dites qu'elle n'est pas tirée du film. Non, c'est vraiment... Alors c'est Philippe Bretel qui s'occupe maintenant de toutes les couvertures de Vertical. Et Philippe Bretel s'est pris en photo, il a sacrifié un costume qu'il a dû jeter parce que la teinturerie ne pouvait plus rien faire. Il s'est livré à quelques essais, et la photographie a été prise par un certain Giovanni Bretzel, et je pensais vraiment que c'était un pseudonyme, mais c'est vraiment un ami à lui qui s'appelle vraiment Giovanni Bretzel. Voilà. Donc je lui rends hommage parce que la photo aussi est très belle, parce que le costume noir se fond dans le noir, donc on a l'impression que tout ça flotte, et il y a aussi une espèce de sérieux, un hiératisme de la pose qui contraste. En fait, je trouve ça magnifique. Ah oui. Je remercie tous les deux pour cette œuvre. C'est très impressionnant. Et Svetlana Alpers a fait des très beaux travaux elle a beaucoup étudié l'atelier du peintre comme un objet en soi, comme une machine en soi. Et je lui attribue cette recherche sur la tarte à la crème, avec une hypothèse, c'est que chaque tarte atteint une cible qu'elle ne visait pas. Et on le voit un peu dans l'exemple qu'on a vu. À chaque fois, vous remarquez que c'est toujours l'autre.
Et il y a un jeu presque métonymique là-dessus. Enfin, c'est vraiment une rhétorique grammaticale qui fait que tout ça s'enfle. Et c'est un peu le propre de la littérature, c'est toujours de viser à côté, quoi. Alors, si on va un peu plus loin, il y a un paragraphe qui s'appelle « Des pitres sérieux », parce que là, vous changez un petit peu de ton. Hein. Et là, vous parlez du sérieux, vous mettez en question le sérieux du pitre. Et j'avais envie de lire encore un petit passage et j'avais une question à vous poser là-dessus. Mais je pense que ça vaut la peine de le lire. Ça sera le dernier. Les glissades, comme on en voit tant, et les batailles de Tarthes seront alors l'occasion de découvrir la non-frivolité des frivoles, la non-saltimbance des saltimbanques, ou bien c'est une vérité connue depuis le début, depuis toujours, les pitres sont des sages revêtus d'un costume aux couleurs de fruits confits. Nous le savons depuis Aristophane et sa ménagerie de grenouilles chantantes, c'est un secret entretenu depuis si longtemps, trop longtemps peut-être, et maintenant il n'est plus secret du tout. Il est un truisme. Il faudrait oublier pendant quelque temps, une saison de théâtre, la sagesse du pitre et son véritable vieux fond caché de gravité pour s'abandonner à la pitrerie pitre, à la farce, au premier degré délicieux de la pantalonnade, sans chercher immédiatement derrière un artisan inquiet ou un néoplatonicien, quelque temps seulement détourner notre attention, plus facile à dire qu'à faire. Et quand notre esprit critique aura reposé suffisamment longtemps, il sera temps pour nous de redevenir soupçonneux. Alors, il y a toujours un secret plus profond, dissimulé sous le premier. Et sous ce profond secret, un troisième. On envisage aussi des dévoilements tardifs, advenus après l'extinction de toute chose, une révélation pour rien ni personne. Sous l'évidence du pitre se tient le secret du pitre qui est un sage, puis le secret de la répudiation de la sagesse par le sage faisant le pitre, et sous le secret de cette répudiation, un dernier secret plus lourd encore qui pourrait décevoir. De sagesse depuis le commencement, il n'y en avait pas l'ombre. Les pitreries sont de saines pitreries et la gravité, une hypothèse absurde. Alors là, on sait plus, quoi. J'étais très déçue. On sait plus, et ça m'a fait penser. Alors, ça m'a fait penser directement dans Cendre des hommes et des bulletins. Vous faites une démarche un peu similaire. Quand Cendre des hommes et des bulletins, ça part d'un tableau de Bruegel, un petit tableau de 18 cm sur 20, ce qui s'appelle Les Mendiants. Enfin, c'est un livre magnifique. Moi, je vous le recommande. C'est vraiment un livre sur tous les plans extraordinaire. Illustré par Sergio Aquendo, qui fait des dessins, mais magnifiques aussi, remarquables. Et votre texte aussi. C'est une histoire complètement stupéfiante, je ne sais pas quel mot employer, où au moment de l'élection du pape au XIVe siècle, je crois, je ne sais plus très bien, Sylvestre II, enfin ça aurait dû être Sylvestre II, qui s'attendait à être élu parce qu'il avait toutes les qualités pour être le pape, mais au moment du vote, il y a eu une faute pour une lettre. Quelqu'un s'est trompé de bulletin parce que les deux noms se ressemblaient. Et celui qui a été élu, ce n'est pas celui qui était attendu, c'était l'idiot du village, en gros, l'idiot du conclave, et qui est devenu comme ça pape. Arrive parfois. Qui est devenu pape à la place de celui qui aurait dû être pape. Et voilà que Sylvestre, je crois que c'est Sylvestre. Oui, c'est Sylvestre III peut-être, peut-être, décide de se nommer antipape et part en campagne. Et il recrute comme ça 4
4 autres personnages dont la gloire a été usurpée. Exactement. Et les voilà qui partent en caravane et qui font le tour de l'Europe. Voilà, c'est des têtes couronnées d'Europe qui essayent, usurpées, qui essayent de reprendre leur trône. Voilà, tout ça à partir de ce petit tableau, hein, et qui finissent fort mal, mais bon, ils sont donc, je pense que ce sont eux qui deviennent les mendiants du tableau. Tout à fait, hein, oui. Voilà. Et donc, ça c'est donc le cendre des hommes et des bulletins, mais ce dont je veux parler ici, c'est que vous dites... sous le tableau de Bruegel, soumis au rayon X, on découvre un autre tableau, et qui est un Christ tourné en dérision qui apparaît. Alors le Christ tourné en dérision, il a les mains liées, il est attaché, mais en plus, il a une pomme dans la bouche et un œuf sur la tête. Et vous écrivez, là, je ne peux pas m'empêcher de le dire, mais il faut trouver vos mots, mais que l'art de Bruegel, c'est que, en fait, on s'inquiète autant de voir tomber l'œuf que pour le Christ. Hein, c'est ça. Mais donc, sous ce Christ en dérision, on trouve encore un autre tableau, et c'est pour ça que je fais la ressemblance, le rapprochement avec Le secret sous le secret. Un autre tableau qui serait, là, un autoportrait de Bruegel, qui vous regarde, qui nous regarde. C'est très impressionnant la façon dont vous le décrivez. Et puis on croit qu'on est tranquille, qu'on s'arrête là, mais non. Il y a encore un autre tableau sous celui-là, et qui est une poire, une grosse poire comice, orange, verte, jaune et rousse. Et là, j'ose à peine vous le dire, mais je me suis dit, mais quand même, en voyant ce que vous faites de ce secret qui aboutit sur une boîte vide, et là, de cette peinture extraordinaire qui finit par une poire, est-ce que la poire, c'est pas nous? Est-ce que la poire, c'est pas nous qui vous avons suivi docilement, qui sommes dupes de vos méandres et de vos chemins, qu'on a suivis avec confiance, et on se retrouve... Oui, mais en même temps, une poire, c'est quelque chose. C'est très bon, une poire. C'est ferme, c'est le commencement du monde. C'est pas la pomme d'Ève ou ni la tomate de tout à l'heure, mais c'est quand même voilà. C'était pas votre idée quand même. Non. C'est au contraire de finir par quelque chose qui pour moi est une sorte de merveille. Le fruit, c'est quand même quelque chose. C'est vrai. Moi, vous voyez comment je suis. Hein. Non. Mais quand même, il y a une similitude dans la démarche. C'est-à-dire que sous le secret, on trouve encore autre chose, et peut-être qu'il n'y a rien au bout. Oui, c'est d'une part une façon de jouer avec ce dont on parlait tout à l'heure, cette défense de la signification, puis ce refus d'être pris au sérieux. Voilà, c'est toujours ce double jeu. Et puis il y a aussi... comment il s'appelle, Johann Huizinga, qui a écrit l'automne du Moyen-Âge, parlait de cette façon de voir les choses réelles, les choses apparentes. Chaque chose apparente, ça nous revient un petit peu maintenant, avec dans une époque de soupçons et de conspirationnisme. Chaque chose visible devient suspecte du seul fait d'être visible, donc il y a quelque chose derrière. Oui. Mais si ce quelque chose derrière, on le dévoile par une démonstration conspirationniste, il devient visible. Donc c'est sans fin. C'est un processus sans fin. Et là, c'est un petit peu la même chose avec le clown, voilà, ou le gagman, Charlie Chaplin. Voilà. Au bout d'un moment, on a appris à reconnaître qu'il y avait quelque chose de sérieux derrière. Mais pour ne pas faire en sorte que ce sérieux du clown devienne une sorte de lieu commun fade, il faudrait l'oublier, reprendre plaisir, un plaisir immédiat, comme tout à l'heure, à ces batailles de Tartes, juste pour le plaisir, pour renouveler ensuite leur part de sérieux. Je pense que c'est un mouvement comme ça sans fin de restauration, restaurer le sérieux par la pitrerie et vice-versa. Voilà, oui, si on n'a que de la pitrerie, ben oui. Si on n'a que de la pitrerie, c'est de la dérision et on va pas. Si on n'a que du sérieux, c'est que de l'emphase. Et il faut sans arrêt jouer entre les deux. Et ces gens-là le faisaient très très bien, il me semble. Oui, mais c'est tout à fait au cœur de votre livre, ces questions-là. Et je peux te dire 2 mots là du burn-out des significateurs, parce que je trouve ça ils n'en peuvent plus le soir, les significateurs.
Hein. Alors, ils sont embauchés pour accorder, comme on baptise, une signification à chaque tarte, une par une. Alors, il y en a 4000 quand même. Alors, il faut les comprendre. Hein. Toute la journée, il a fallu délivrer du sens sans avarice, en fouillant dans les cartables, en rappelant la jurisprudence, en citant des maîtres anciens. Il a fallu retrouver des notes de bas de page passées inaperçues et un peu plus tard renverser des lieux communs, prendre le contre-pied du contre-pied, plus tard faire dire à Descartes ce qu'il n'a jamais dit et copier sans les vérifier des citations célèbres de Lincoln. Voilà. Moi, j'ai trouvé ça très drôle. Vous rirez peut-être un peu plus tard, mais vraiment... Non, mais c'est surtout que j'imagine que ces gens-là, une fois rentrés chez eux, ils disent bon, voilà, j'ai donné des significations à des tartes, mais moi, est-ce que j'ai un sens? Voilà, donc il faudrait des significateurs, etc. Mais enfin, prendre le contre-pied du contre-pied, faire dire à Descartes ce qu'il n'a jamais dit, copier sans les vérifier des citations célèbres de Lincoln. Vous vérifiez les citations, vous? Jamais, mais le nombre de ceux qui font dire à Descartes ce qu'il n'a jamais dit, c'est légion. Enfin, voilà. Je les ai pas inventés, ceux-là. Voilà. Puis alors, vous dites de très très belles choses sur le cinéma parlant, le passage au parlant, je trouve. Vraiment, on comprend. Moi, j'ai compris que c'était un plus de passer au parlant, mais c'est aussi une grande perte. Oui, bah, c'est bien connu, hein, ça a été un traumatisme pour beaucoup de comédiens, mais aussi les cinéastes, certains ont vraiment fait de la résistance très longtemps parce que, effectivement, comme à chaque saut technologique, il y a toujours une sorte de baisse qualitative. Le cinéma se cherche à nouveau et avait perdu sa fluidité, sa beauté, qu'il a retrouvée assez rapidement. Mais pendant un moment, certains se méfiaient beaucoup de cette parole, en disant qu'on allait retomber dans une sorte de théâtre bourgeois, mou, placide, un peu bavard. Bon, ça a été mis en scène très bien par Billy Wilder dans Boulevard du Crépuscule, mais voilà, c'était... Mais pas seulement, vous dites pas que ça, parce que vous dites aussi que la tarte muette, enfin vous faites dire aux figurants de la tarte à la crème, la tarte muette est franchise, adéquation de la chose à la chose. Sincérité du geste, candeur d'une image destinée à des spectateurs simples du dimanche. Et avec l'arrivée du cinéma parlant, le dialogue autorise le diable à parler, et donc à louvoyer, et à profiter du flottement entre un nom et ce qu'il prétend désigner. Et ça, je trouve que c'est oui, mais est-ce que c'était une crainte justifiée? Je ne sais pas. Il y a sans doute une part de vrai là-dedans, mais je pense que finalement, le langage de dialogue a été vite apprivoisé par le cinéma après quelques périodes de flottement. Oui, mais en quelque sorte, il a perdu son innocence. Est-ce qu'il était vraiment innocent? Je suis pas sûr. C'est ça. Voilà. Je pense que c'est une vision, qui est pas très très juste non plus, mais après des grands cinéastes plus tard comme Sturges ou même je sais pas, Blake Edwards arrivent très bien à mélanger les deux. On a du burlesque, avec les films par exemple de La Panthère Rose, on a des choses qui sont vraiment de l'ordre du burlesque avec des chutes, avec des destructions, mais un art du langage qui a été suffisamment digéré et absorbé pour que la langue, le mot, la parole fonctionne comme une image, comme un symbole. Enfin, il y a la même. Il y a plus d'embarras. On utilise ça avec le même. Lubitsch est très fort là-dedans. Il suffit d'un seul mot et on éclate de rire parce que voilà. Ils ont réussi à travailler le mot et à travailler aussi leur propre complexité par rapport au grand art qui était le théâtre ou l'opéra et voilà Shakespeare. Ils ont réussi à réutiliser le mot, à jouer sur des dialogues dans le domaine de la comédie, en tout cas pour en faire des choses aussi belles et aussi parfaites presque graphiquement que les tartes de jadis. Et quand, par exemple, quand cet inspecteur loufoque interprété par Peter Sellers détruit un piano, à un moment donné, une scène, il détruit un piano. Et la propriétaire du piano se plaint, elle disait « Mais c'est un Pleyel hors de prix ». Et lui, il dit « Plus maintenant ». Et ce « plus maintenant », c'est une tarte à la crème, voilà. C'est magnifique. Et pourtant,
plus maintenant, c'est pas du Shakespeare, plus maintenant, mais c'est not anymore, c'est magnifique. Oui, voilà. Quasiment un film muet. Ah oui, voilà, on revient à ça, oui, tout à fait, oui. Alors, ensuite, le livre change de ton. Stan Laurel se met à fuir le sens. On prend goût facilement à la rose d'Angélus, vous dites. Hein. Et je crois que c'est 20 ans après, il freine des 4 fers pour empêcher toute interprétation. Enfin, il y a une image extraordinaire où vous le voyez, il faut l'imaginer courant avec... Oui, toutes ces scènes de course-poursuite, j'imagine, qui se sentent poursuivis par des interprètes. Mais là, c'est d'autres interprétations. C'est plutôt avec leurs pancartes, et lui, il court à toute allure pour les éviter. Et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est plutôt l'interprétation presque sociologique ou politique de tous ces films-là, et ces cinéastes qui refusent un peu cet art, cette façon de voir du message partout. Et il y a des vraies citations de Stan Laurel qui dit non, nous sommes là pour faire des gags, et nous ne sommes pas là pour défendre, pour expliquer que le monde va mal, parce qu'on le sait. Et voilà. Donc, mais bon, tout ça est toujours très ambigu, parce que Charlie Chaplin se sentait investi d'une vraie mission signifiante, et voilà, donc tout ça est très complexe, mais c'est pour ça que je voulais aborder un peu les deux aspects de la chose. Mais après, vous parlez, alors le burlesque et l'inespérance. Hein. Là, vous dites, il y avait de tout temps l'absence d'espoir comme antidote à la hauteur de l'absurdité de l'univers. Mais depuis, on a trouvé mieux, le burlesque comme renoncement à l'espoir, mais en mieux dessiné. Une forme animée d'inespérance, ainsi disait, je ne sais plus qui, probablement pas Kierkegaard. Ça. Voilà. Et quand il a été inventé, le burlesque s'est présenté comme un substitut au désespoir, mais sans les effets secondaires. Voilà. Et ensuite, vous passez à une forme de nostalgie, hein, quand Stan Laurel, 20 ans après, retrouve une vieille tarte au fond d'un placard qui est conservée, et il se demande, alors est-ce qu'il est agacé, nostalgique, attendri, ou bien il ressent de l'effroi parce que cette tarte, en vérité, c'est une épiphanie macabre, vous dites. Donc on change quand même de temps. Mais enfin, il se demande s'il vaut mieux la jeter aux ordures ou la porter comme un fossile du bon vieux temps à un musée du cinéma. Enfin, on perd pas le... Et vous avez toute une théorie de la désuétude. Oui, que j'ai pas beaucoup développé là, mais si quelqu'un veut développer cette... Ah, mais si, vous l'avez développé, je trouve, moi. Hein. Mais je n'avais pas... Enfin, on peut en dire quelques mots, mais je crois qu'il faut laisser découvrir. Oui. Il faut la laisser découvrir parce que je trouve que c'est très touchant, que c'est un style complètement différent. Là, vous passez dans un autre registre qui est... plus poétique, plus touchant, plus évocateur. Et vous dites, il faudrait évaluer le temps nécessaire à une chose pour se dépouiller entièrement de sa signification. Il y a une mélancolie poétique qui contraste avec le reste du livre. Oui, peut-être, mais en tout cas, je suis toujours... je trouve aussi émouvant ces objets qu'on peut voir dans des musées qui avaient un usage et qu'on ne voit plus que comme des formes... et qui ont perdu une signification, un usage, mais sont devenus des choses qu'on admire, mais d'une autre façon. Et c'est un peu ça. Mais il n'y a pas que les objets. Vous dites, alors les historiens ont fait place dans leurs murs à un département mélancolique, l'étude des obsolescences. Ça, on y observe longtemps après les engouements perdus, les amours négligés, mortes d'inanition, les avidités devenues repoussantes, les dieux et les déesses abandonnés comme des ânes au bord d'une route. Mais on ne veut pas se l'avouer. On préfère... on ne veut pas se considérer comme renonçant, plutôt comme fatigué, ou mieux encore séduit par autre chose de très léger. Et je trouve qu'il y a de très beaux passages sur la désuétude en train de s'accomplir.
Et alors je me demandais où est passée là l'ironie. Elle Dans n'est le plus chapitre là. d'après. À venir donc, à venir. Et vous citez, alors vous avez cité à d'autres endroits Giorgio Manganelli. J'ai trouvé ça très très beau. Je crois que vous adhérez complètement à ce qu'il dit là, dans la littérature comme mensonge. Oui. Je l'ai dit la phrase. Oui, parce que je l'ai oublié. Bon, alors, corrompu par son propre sérieux et par celui des critiques, le narrateur a perdu la joie limpide du mensonge, l'irresponsabilité, la duplicité morale, l'arrogance hilare, qui sont, à mon avis, les vertus fondamentales de ceux qui s'appliquent à ce scandale perpétuel qu'est le travail littéraire. Oui, Manganelli a des pages magnifiques sur... C'est bon, un peu son cheval de bataille, mais il a des pages magnifiques sur la littérature comme mensonge, comme contrefaçon, comme voilà. Et je comprends que vous vous y reconnaissiez. Oui, tout à fait. Oui. Oui. J'ai vu d'ailleurs qu'il y a un livre de Manganelli là, qui est nouveau que je connaissais pas, La Crèche, c'est ça, ouais, c'est ça. Voilà. C'est toujours un délice. Et bon, vous nous avez parlé de votre conception un petit peu de la littérature par rapport à, justement, d'après une histoire vraie. Enfin, vous dites fausse. Et vous vous reconnaissez sans doute et vous êtes à contre-courant de certains courants littéraires qui imitaient ce qu'ils croient être la réalité. Oui, alors... Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, hein, mais je ne serais pas aussi radical que peut-être Manganelli ou Nabokov à sa manière qui conspuait la littérature à message et qui disait aussi à sa façon que la littérature était un mensonge. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, mais c'est vrai que si ce n'est que la représentation, si la vertu de la littérature se trouve en dehors de la littérature, c'est-à-dire dans le reportage et dans le documentaire, qui sont très valables en soi, c'est un peu dommage. Je pense qu'il y a une vertu propre à la littérature, qui est l'invention, qui est le jeu, etc. Mais voilà. Après, heureusement que les livres ne se ressemblent pas. C'est ce qui fait l'intérêt d'une bibliothèque et d'une librairie. Et là, il y a aussi beaucoup ce que vous affectionnez, c'est-à-dire les listes, les catalogues, des énumérations, des inventaires. Vous énumérez les mots comme des gourmandises. Hein, oui, j'aime beaucoup les listes. Oui. C'est ça, oui. Et cum commento. Alors, cum commento. Je me suis demandé ce que venaient faire les petits pois au lard au milieu des tartes à la crème. Il s'agit de nourriture aussi. Les pois au lard. C'est une citation de Rabelais qui invente un livre. Alors il fait un catalogue, encore une fois, un catalogue de livres à la bibliothèque Saint-Victor à Paris. Et dans ces livres inventés, il y a des pois au lard cum commento, donc des pois au lard avec commentaire. Et j'imagine que ce qui est agréable dans les pois au lard, c'est le lard peut-être, mais le commentaire. C'est le commentaire. Voilà. Et c'est le lien que je fais avec les tartes à la crème, parce que je trouvais que ça n'allait pas très bien ensemble quand même. Mais j'ai compris que c'était le commentaire qui vous intéresse. Et vous dites le cum commento est au lard ce que le lard est au pois, un surplus de saveur, le piquant et le rôti, le voile du lard. C'est ça. Ça se mange. Voilà. Et donc vous êtes... alors, là je rejoins... Je rejoins un petit travail là, on dirait ironiste, sans être ironique. C'est-à-dire que vous remettez en question tous les postulats et toutes les formes de savoir dans votre façon d'écrire et de questionner. Oui, je ne sais pas si je les remets en question. En tout cas, je joue avec, sans vouloir forcément les détrôner, parce que c'est pas l'idée de non, mais ça les remet en question, de fait. Oui, d'une certaine façon, oui. De fait, en tout cas, de jouer avec les certitudes, y compris avec la mienne aussi. Donc, un peu ça, tirer le tapis. Alors, je ne sais pas si on a encore du temps, peut-être que je vais vous dire une dernière chose. J'en avais encore un petit peu, mais... J'ai vu que vous aviez confié dans une interview à Gaspard Turin, j'ai été indiscrète, mais c'est publié. Hein. Oui.
Vous avez dit « C'est mon drame de ne pas écrire des livres utiles. Aucun de mes livres ne va sauver le monde. Je dois accepter d'être un écrivain pitre qui marche ou qui ne marche pas. » Et alors je voulais vous dire une phrase de Lacan qui va peut-être vous remonter le moral. Parce qu'en 1974, à Rome, lors d'une conférence de presse, Lacan a dit à une journaliste qui était là, « Les choses sont faites de drôleries. C'est comme ça peut-être qu'on peut espérer un avenir de la psychanalyse si elle se voue suffisamment à la drôlerie. » Hein, c'est bien, hein? Je pensais que ça vous plairait. Oui. Et puis d'ailleurs, je vais vous citer aussi. Dans Cendres, vous écrivez « Si Jésus avait pu s'abandonner au rire, ça aurait changé la face du monde et la pente du Golgotha. » Et alors, est-ce que vous pensez peut-être que ce soit un espoir aussi pour la littérature, la drôlerie? Et qu'est-ce qu'elle apporte doute, à la littérature? Oui. Voilà. Comme on disait tout à l'heure, je ne veux pas obliger à ce que tous les livres soient des livres de comédie ou de comique ou de dérision, mais ce petit grain de sel qu'on peut rajouter à l'esprit de sérieux pour enlever l'esprit de sérieux, surtout dans le domaine de la fiction, ça me semble nécessaire. Si la littérature, c'est toujours délicat de donner des définitions, ce ne sera pas une définition, mais c'est une des approches, c'est un jeu sur la métaphore, mettons, c'est ne pas appeler un chat, c'est faire des détours, c'est utiliser un mot pour un autre, utiliser des comparaisons, utiliser un décalage. Comme disait Glenn Gould, si vous voulez jouer du piano, il faut être à côté du piano, c'est un peu ça. Si la littérature, enfin ce jeu particulier avec l'écriture, c'est ce décalage, ça a un lien fraternel, enfin il y a une consanguinité très très forte avec l'humour qui est aussi un décalage. L'humour, c'est ce décalage-là. Donc il me semble que c'est l'essence même de l'écriture de fiction est humoristique. Alors l'humour peut être drôle, enfin on peut en rire, mais ça peut être aussi sous une forme plus apaisée, plus enfouie, sous une forme plus poétique. C'est de l'humour quand même. Merci de votre présence. Merci. Merci pour votre question. C'était Pierre Sange, auteur de Projectile au sens propre, paru aux éditions Verticales, lors d'une rencontre enregistrée le 22 janvier 2020 à la librairie Ombre Blanche.